Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah. Béni soit le nom du Très-Haut. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Salut à Tabachili. Merci à vous qui prenez de votre temps précieux pour partager avec nous l'actualité de notre continent, notre cher continent, la mère patrie. Merci à chacun et à chacune de vous et de nous. Chaque fois que nous prenons le temps pour échanger, on repart tous enrichis d'une manière ou d'une autre.
enrichi par rapport à ce qui a été dit, enrichi par rapport à ce qu'on pensait, enrichi par rapport aux nouvelles personnes qu'on découvre, enrichi parce que il y a quelque chose que nous partageons en commun, qui est l'amour de la patrie mère, qui est notre chère Afrique. À toutes et à tous, Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous demandons à Allah, dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde infinie, de faciliter à tous les musulmans du monde, à tous les croyants, que le mois qui va commencer soit un mois de pardon, un mois d'amour, de tolérance, d'humilité. Un mois de pardon, pourquoi? Pour que le Très-Haut, de là où il est, lui qui connaît nos faiblesses, parce qu'il nous a créés ainsi, puisse nous pardonner les erreurs de parcours, les erreurs commises, les fautes ou les transgressions. Évidemment, il n'est pas de mon ressort, ni de mon devoir, de rejeter du revers de la main d'autres croyances. Dieu tiendra compte de chacun selon sa foi. Donc, que vous soyez, en tout cas, je parle de tous ceux qui croient à la gloire d'un Dieu unique. Nous demandons aussi à ce grand Dieu, je vous en prie, vous savez que Keïta, très souvent, vous ne le beaucoup font attention. Bon, c'est là que je vais attirer l'attention de mon administrateur qui est la Bachili, de faire en sorte que vous puissiez pomper le maximum de cœur et de pouces bleus pour éviter que, parce que le direct il est déjà restreint. Le direct il est restreint. En d'autres termes, on impose des filtres pour empêcher d'autres personnes de se connecter, sachant bien parce que cette guerre de l'information, elle a commencé et atteint un certain niveau. Je vais vous donner une toute petite idée pour que vous compreniez ce dont il est question. Le créateur de cette plateforme sociale, qui est beaucoup fréquentée, ce sont à peu près 500 milliards de personnes qui visitent Facebook au quotidien. Je dis bien au quotidien, presque 500. Non, on n'est pas ça frôle pas 500 milliards, à peu près 500 millions, ça frôle 500 millions. On ne vaut même pas 500 milliards la population, donc c'est pas ça. À peu près 500 millions de personnes, au minimum par jour, qui est connectée sur cette plateforme. Et Facebook, Twitter sont devenus aujourd'hui la cible des soi-disant gouvernements qui prônent la liberté d'expression et qui veulent contrôler. Vous savez, quand l'Occident n'arrive pas à vous contrôler, vous devenez l'ennemi de l'Occident. Si vous ne réfléchissez pas comme eux, tout de suite, on vous met à côté. Donc, Facebook, vu qu'il n'arrive pas à contrôler ni Facebook, ni TikTok, alors, le petit Chinois qui a créé TikTok est devenu la cible des Américains, des Occidentaux, qui ont commencé à bannir TikTok même dans leur pays. Mais les gens trouvent toujours les astuces pour accéder à TikTok. Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la pression est tellement forte au niveau de YouTube qu'on leur a demandé de placer forcément des filtres. Mais ça, on ne viendra pas vous le dire ouvertement. Ils ne viendront pas faire des conférences de presse ou envoyer des messages, oui, à la demande du gouvernement américain, à la demande de l'Union européenne, du gouvernement canadien, blablabla, voilà ce que non. Techniquement, c'est comme si, par exemple, vous bloquez quelqu'un, moi, je bloque tellement les gens, mais quand vous bloquez, par exemple, Facebook vous dit, la personne ne recevra pas de notification que vous l'avez bloqué, mais elle n'a plus accès, elle peut croire vous envoyer des messages, mais ces messages n'arriveront jamais, puisqu'elle verra toujours que vous n'avez jamais lu ces messages. Mais elle va se dire que c'est parce que vous ne regardez pas, c'est faux, c'est parce que vous l'avez bloqué.
Donc, il y a ces gens de filtres. On peut vous bloquer sans que vous ne sachiez qu'on vous bloque. C'est si bien valable Facebook et WhatsApp. J'ai bloqué plein de personnes sur WhatsApp comme sur Facebook. Voilà. Mais ces personnes-là, on ne leur envoie pas la notification pour dire que Keita vous a bloqué. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, ils ont placé des fuites dans certains pays qui ont été ciblés parce qu'ils se sont rendus compte que des pays comme le Mali, les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à la réussite de la transition. Voilà, donc ils essaient de nous... Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Vu qu'ils ne peuvent pas, ils essaient de restreindre au moins... Moi, je peux dire que ma visibilité sur Facebook à la date d'aujourd'hui. Mais alors que quand vous allez sur... Je peux faire la démonstration tout de suite. Quand vous allez sur la page Facebook, Facebook toujours m'envoie des notifications pour dire que ma page elle est excellente. Elle est excellente. Malgré les restrictions, elle me dit l'état de votre page. Je vais faire la petite démonstration tout de suite. Vous allez voir dans une seconde. Parce qu'il faut que vous compreniez bien cette guerre d'informations dont nous parlons tous les jours. Il faut que chacun comprenne bien. Regardez. Quel est le niveau de santé de votre page? Regardez le trait vert là. C'est rempli jusqu'au bout. Regardez. Voilà, c'est Checkmark qui est là. Ça, c'est ma page. Regardez. Le niveau de votre effectif. Est-ce que vous voyez? Donc, on me dit que ma page a un niveau excellent. Alors que normalement, regardez depuis qu'on parle. Regardez à combien de personnes nous sont. Ça n'empêche pas que le niveau des followers, avant les followers, c'était chaque semaine. Chaque semaine, c'est au moins 1000 personnes qui sont inscrites. Au minimum, chaque semaine, 1000 personnes. Mais aujourd'hui, pour atteindre les 1000 personnes, hein, il faut, souvent même, je dépasse les 1 mois pour avoir les 1000 personnes. Au début, c'était au minimum par jour, ça voulait par semaine, 1000 personnes, parce que je voyais l'évolution. Mais aujourd'hui, pour avoir les 1000 personnes dans le mois, c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes attaqué. Mais est-ce que cela doit nous décourager? Ils le font, très souvent, ils le font sur une longue période. Ils peuvent aller jusqu'à 6-7 mois. Et puis dans l'année, si on a trop libéré la page de Keita Cheikh Oumar, dans l'année, c'est 2 à 3 mois au maximum. Dans l'année. Là où je monte, je frôle les 10 000 personnes en direct, les 9 000 personnes en direct. Le minimum, c'est les 4 000, 5 000, 6 000 personnes en direct. Je peux faire 1 mois, maximum 2 mois dans ça, c'est fini. Tout le reste, on bloque. Et rarement, j'arrive à 1000. Alors, donc, pour vous dire que cette guerre, c'est d'abord une guerre psychologique pour décourager ceux qui font leurs prestations. Et deuxièmement, pour empêcher ceux qui reçoivent habituellement de ne plus recevoir. Allah seul sait, quand je sors, combien de personnes m'interpellent, me disent, on ne reçoit plus tes vidéos. Il y a longtemps, on ne te voit plus. Ah, Dieu seul sait combien de personnes disent ça, chaque fois qu'on me voit. Je dis, mais moi, je viens à peine de finir un direct. Il dit, tu dis quoi? Il dit, mais je viens à peine de finir un direct. Il dit, mais rentrez dans ma page, vous allez voir. C'est pourquoi on vous encourage à référer la page à vos différents groupes, aux différentes personnes que vous connaissez, et demandez toujours aux gens de s'abonner. Et même quand vous donnez le numéro par rapport à Damsa, dites aux personnes à qui vous donnez mon numéro, s'ils sont sur Facebook, d'aller sur ma page s'abonner. C'est important. Il ne suffit pas seulement de donner. Aujourd'hui, j'ai pratiquement parlé toute la journée avec les gens à travers les messageries. Seulement quand c'est des cas extrêmes, quand c'est des cas difficiles, là j'appelle les personnes directement. Et la plupart de toutes les personnes, à l'exception d'une seule dame, toutes les personnes, ce sont des personnes qui, telle personne m'a donné votre contact, telle personne m'a donné votre contact, telle personne m'a donné votre contact. Mais dites en même temps à ces personnes aussi d'aller s'abonner sur ma page. Donc Bathily, s'il te plaît, comme tu es encore capable d'aller sur les groupes, toi aussi, il faut m'aider dans ce domaine-là sur les groupes, hein, les différents groupes WhatsApp que nous avons. Même si je ne vais plus là-bas, il faut demander aux gens chaque fois de pouvoir s'abonner pour éviter chaque fois que... Moi, souvent, ça me met mal à l'aise. Quand vous parlez, les gens pensent que vous mentez. Alors que c'est pas ça. Alors, on est ensemble. On va faire notre direct du jour. J'avais promis faire un direct sur les femmes. Aujourd'hui, je vais le faire.
Et c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui m'a donné mon sujet. Il dit, grand frère, je t'envoie un sujet, il faut le développer le temps qu'on se rencontre. Alors, ça c'est le président, le capitaine Traoré qui a fait cela. Alors, je vais commencer d'abord avec le mouvement Ambicor, en remerciant cette dame, la voilà qui est là. Cette dame, je voudrais d'abord, cette dame, c'est avec elle qu'on va commencer notre direct. Voilà. Voilà une femme qui a décidé d'aimer son pays. Une femme qui a décidé de se mettre au service de son pays, soutenir la population malienne, aussi bien la population juvénile que la population féminine. Et surtout, les personnes en situation difficile et les familles en situation difficile. Ce mois de jeûne, elle a déjà débloqué une enveloppe substantielle pour soutenir toutes les familles qui sont en difficulté. Accompagner tous ceux qui ont besoin d'aide, tous ceux qui ont besoin de soutien. Alors, hier, elle avait pris l'engagement lors de la tournée, lors de l'événement de Kaiku Ambicor avait organisé, vous vous souvenez, on en a fait longuement la promotion, on en a parlé. Elle avait décidé d'installer 100 jeunes de sa région. 100 jeunes. Hier, elle a installé 8 au Safoula. Hier, 8 mars, oui, elle a installé une vingtaine de personnes avec des moyens conséquents, avec une formation adéquate. Elle a donné à ces femmes-là les moyens. Permettez-moi de vous montrer ce dont il est question. Voilà, voilà, donc, le mouvement Ambicor à Caille a, laissez-moi faire la lecture du narratif, voilà ce qui est écrit. Dans le cadre du projet d'installation des 100 jeunes du festival Caille Koundem, ok, 20 jeunes ont été installés ce vendredi 8 mars 2024 à l'amicale de Caille. Ce projet est initié par la présidente du mouvement Ambicor, Fatmata Batulinian. Infiniment merci à cette dame. La population caïsienne s'est massivement déplacée au sein de cette amicale-là pour aller recevoir, n'est-ce pas, les dons, les kits qui permettront à ces jeunes-là de pouvoir se prendre en charge. Aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. Elle leur a donné une formation. Voilà pourquoi je dis aux partis politiques, vous faites la honte. Aux hommes des partis politiques, vous êtes l'humiliation. Vous avez raté complètement votre vocation politique. Vous ne méritez même pas d'être des hommes politiques. Vous ne méritez même pas de parler au nom de nos États. Aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger. Vous êtes la honte de cette génération. Vous êtes la honte de nos États. Vous ne méritez même pas d'avoir la parole dans nos pays. Voilà une femme qui n'attend rien de l'État, qui ne demande rien à l'État, qui aide les jeunes gens. Parce que vous savez, je vous l'ai dit hier dans notre intervention, la jeunesse, c'est la force de l'Afrique, mais en même temps, ça peut servir d'arme de déstabilisation de nos États. Alors, si un pouvoir public n'a pas pris conscience de cela, et mieux, si un parti politique, un mouvement, vient en soutien à l'État pour encadrer ces jeunes-là, voilà là où je dis, merci à Fatmata Batuli, là où je dis, je ne souhaite pas. Aujourd'hui, c'est parce que nos partis politiques ont échoué que des ambassades, j'ai parlé du Canada hier, que des ambassades se donnent le luxe de vouloir installer nos jeunes, initier des projets. Cela démontre, l'échec de l'État, pas l'État du Mali, mais n'importe quel État dans le monde. Cela démontre l'échec de l'État, la démission de l'État. C'est quand un État démissionne que les représentations diplomatiques occidentales prennent le relais, mais ils ne vous aident pas, attention, ils vous blaguent. Ils font semblant de vous aider, mais ils préparent une bombe à retardement
comme l'a dit le capitaine Traoré. Il prépare ces jeunes-là. Et demain, dès qu'ils appuient sur le bouton, ce sont ces jeunes-là qui vont sortir dans la rue. Et si vous voulez maîtriser, ils vont dire tout de suite, utilisation d'armes lourdes, ils vont prendre des résolutions pour intervenir dans vos États. La Côte d'Ivoire est un exemple que vous connaissez. La Libye est un exemple. La Syrie, l'Irak, que vous connaissez tous. Mais quand c'est des projets financés par, je dis bien par Fatoumata Batouli Niang, qui est une compatriote, une malienne, elle ne peut jamais utiliser la jeunesse contre son pays. Au contraire, ça fait des années qu'elle le fait et elle continue de le faire sans rien attendre de qui que ce soit. Voilà ce que moi, je souhaite et ce que moi, j'admire en cette femme. En ce mois de jeûne, je vous demande tous de l'accompagner en prière pour que elle qui, contrairement à certaines jeunes filles qui ont fait la promotion de la prostitution, on en a vu. Il y a des femmes qui ont fait la promotion de la prostitution, aussi bien au Mali, en Côte d'Ivoire surtout, on voit cette promotion de la prostitution par le genre féminin, même sur les plateaux publics de télévision, on le voit. Mais contrairement à cela, elle encourage tout le monde à travailler et elle se porte garant pour vous donner la formation, vous installer. Voilà ce dont nos États ont besoin. Voilà ce qui fait la fierté de nos pays. Ça, c'est Fatoumata Batouli Niang. Mais alors, je vais vous amener, on continue avec notre sujet. La transition est toute faite. De Fatoumata Batouli Niang, je voudrais que vous, de Fatoumata Batouli et le président capitaine Traoré, je voudrais que vous regardiez très bien les actions d'Ambiko et ce que le capitaine Traoré est en train de faire. Regardez ensemble. Oh là là. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Je reviens rapidement. On va revenir rapidement sur le capitaine. Voilà. On va regarder. Et juste après la soutenance de notre licence, ils ont lancé ce programme, le programme d'incubateur à agricole. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi. Alors, j'ai postulé. On a reçu des formations en production de semences. N'est-ce pas ce que Fatoumata a fait? Nous sommes là il y a environ 8 mois maintenant, si on peut le dire. Nous avons fait la campagne pluvieuse. Actuellement, nous faisons la campagne sèche. Je viens, on va continuer avec ça. N'est-ce pas ce que le mouvement Ambiko de Fatoumata Batouli Niang a fait? N'est-ce pas ce que Niang, elle fait? N'est-ce pas ce qu'elle fait? Former et donner. Former, installer. N'est-ce pas le projet présidentiel du capitaine Traoré? N'est-ce pas ce que Fatoumata a fait à travers son mouvement Ambiko? Alors, les partis politiques, il y a ce qu'on appelle l'Office du Niger. Il y a des terres cultivables. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait pour les jeunes? On a aujourd'hui une jeunesse pleine sous la main du président Assimi Goïta. Le chômage est là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. C'est des bêtises qu'on les voit organiser à Bamako. Des incapables et des indignes, des vauriens, des voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Et c'est eux qui sortent avec la gueule puante qui pue la merde pour insulter le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Mais ils n'ont même pas honte, alors qu'ils peuvent regarder à côté d'eux le travail extraordinaire, excellent de Fatoumata Batouli. Qu'est-ce qu'ils font? Non, des lâches qui ont démissionné, des lâches qui ont raté leur vocation et ils disent qu'ils sont politiciens. Quel genre de politiciens sont-ils? La politique qui ignore le social, la politique qui ignore la jeunesse, la politique qui signifie blanc, 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 blanc. On dirait des pingouins, des perroquets. À part ça, ils font quoi? Ce que Fatoumata fait s'inscrit
dans la droite ligne de ce que le capitaine a initié au Burkina. Voilà Et il y ça. a le blé aussi qu'on produit et de l'oignon. Donc, disons qu'après cette sortie, on peut se lancer. Donc, moi, personnellement, je compte me lancer dans la production des semences. Je vois que les plus hautes autorités du pays comptent sur nous. Ils ne dorment pas à cause de nous. Donc, nous aussi, on n'a qu'à les remercier. Et j'espère qu'un jour, je serai vraiment dans mon propre champ, dans ma propre exploitation. Voilà. Je produirai vraiment. Voilà. J'encourage. Voilà le chemin de l'autosuffisance alimentaire. Voilà la réduction du chômage, du taux de chômage de la jeunesse. Le mouvement Ambico s'inscrit dans cette logique et dans cette perspective pour aider le président Goïta qui fait déjà beaucoup, ainsi que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Quand vous avez une femme comme ça qui travaille et des lâches appelés hommes politiques, la grande gueule, c'est ils font ces pouvoirs de ces luttes de poste. Transition civile, Choguel faut partir, tu n'es plus président du comité stratégique, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils n'ont pas compris que les données ont changé. Ils n'ont pas compris que le monde évolue. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui les Maliens ne seront plus manipulés comme avant. Si Assimi Goïta n'était pas notre candidat au présidentiel, j'aurais fait la campagne pour que celle-là soit candidate au présidentiel. Mais Assimi, il est déjà notre candidat. Ça, on est fiers. Voilà une femme qui se bat, qui lutte et qui prend en compte les aspirations. Elle ne pourra pas tout faire, ça c'est certain. Mais elle va réduire sensiblement le chômage au niveau de la jeunesse et au niveau des jeunes femmes. On va écouter le reportage au Burkina et les étudiants. Pourquoi ils vont se dire que l'agriculture, bon, c'est un domaine bon, qui ne rapporte pas. C'est le domaine même qui rapporte le plus. Pourquoi ils vont voir le travail de la terre, penser que non, que bon, c'est difficile. Il n'y a rien de difficile. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y a rien de tel. Nous avons tenu à venir vous dire bonjour et à voir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que l'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes les pionniers de cette initiative-là. Et dernièrement, donc, j'ai demandé votre liste complète. J'ai pu voir les localités dans lesquelles vous souhaitez donc vous installer pour la suite de votre programme et les spéculations sur lesquelles vous avez été formés. Donc, le MATDS va contacter les TDS de vos différentes zones souhaitées là. J'ai vu que tout est autour de 2-3 hectares souhaités. Alors, on va vous accompagner forcément avec des fourrages pour que vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Mais nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément, les gens vont venir travailler avec vous pour apprendre. Et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse agro-businessman. Donc, félicitations à vous. Ça a été beaucoup de courage que d'accepter, laisser les bancs et puis venir apprendre quelque chose de pratique pour pouvoir vous implanter. Alors, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est sûr que ici, voilà le chemin tracé, les sillons tracés pour le développement de l'autosuffisance alimentaire, un objectif qu'on peut réaliser sans compter sur les merdes qui se disent partenaires financiers. Le capitaine vient de lancer. Il n'est pas le seul. Le Mali aujourd'hui, le Mali est considéré comme le grenier de l'Afrique. L'Office du Niger, l'espace cultivable qui est là-bas peut nourrir toute l'Afrique si c'est cultivé avec un rendement optimisé. On a pris les bonnes leçons. Ce que le Burkina est en train de réaliser, il faut toujours prendre ce qui est bon chez l'autre.
Aujourd'hui, vous avez entendu la jeune dame, il y a le blé. Tout ce qu'on a dit que le Burkina ne pouvait pas produire. Aujourd'hui, le Burkina est en train de produire le café, le cacao, l'huile de palme, le palmier à huile, autant pour moi, le blé, tout. Rien au monde qui pousse ailleurs qu'on peut dire qu'il ne poussera pas ou qui ne peut pas pousser ou qui ne pouvait pas pousser au Burkina. Si ça pousse au Burkina, forcément ça va pousser au Mali, ça va pousser au Niger. Et ce sont nos présidents qui sont initiateurs de ces projets-là. Ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative présidentielle. Assimi Goïta, lui, son premier projet, c'était d'abord de donner de l'eau aux populations qui en ont sérieusement besoin. Assimi Goïta, si je ne m'abuse, il a mis à la disposition de la population plus de 100 forages depuis son arrivée au pouvoir, ce qu'aucun président de toute l'histoire du Mali n'a fait. Alors, quand vous écoutez, et puis des maudits politiciens, des ratés politiciens, des pervers politiciens, des indignes fils du Mali, dès que la transition n'a rien fait, vous avez juste envie de gifler ces gens-là et puis continuer votre route. Tellement leurs mensonges ont pu la haine, tellement leurs mensonges ont pu le dégoût, tellement leurs mensonges là. Vous dites, mais ceux-là, ils ne vont pas mourir demain. Et il y a des gens qui... Vous voyez, après demain, on va rentrer dans le mois de jeûne. Et tous ceux qui ont menti sur Assimi et puis Choguel, là, demain, ils vont prier. Ils ne vont jamais demander pardon, ni à Assimi, ni à Choguel. Alors que Dieu dit, pour que votre jeûne soit acceptable, demandez pardon avant de commencer votre jeûne. Dieu a dit, si vous allez prier et que vous vous rendez compte que vous avez offensé, laissez votre prière, allez demander pardon et puis continuez. Mais combien de musulmans comprennent ça? Combien de politiciens qui ont raté leur vocation et qui se disent politiciens alors que ce sont des criminels en puissance? Ils n'ont pas compris ça. Ils mentent et puis ils prennent abolition, ils vont prier. Dieu dit, quand vous finissez de prier, je demande à mon ange de plier votre prière et puis de vous lapider avec. Donc, aucune de vos prières n'intéresse Dieu tant que vous serez dans le mensonge, dans le déni. Rien de ce qui sortira de votre bouche, parce que votre bouche même, c'est la malédiction. Dieu même a maudit tout ce qui sort de votre bouche, parce que rien de sérieux ne sort de votre bouche. Vous avez menti sur Assimi Goïta, vous avez menti sur tous les membres du gouvernement. Et nos guides religieux ne vont jamais demander à ces politiciens-là, attention, le mois de jeûne arrive, vous avez tellement menti au peuple du Mali, allez demander pardon, allez confesser et puis jeûner. Sinon, vous allez jeûner là. C'est la fin. Ça dit, c'est la fin seulement. Mais oh, rien. À Teta Rochi, votre jeûne là, c'est zéro. Mais les gens ne comprennent pas ça. Aux politiciens, nous, aux galons tigelo, nyangami kelo, aux mi galons tigé, malien doye, aux mi jamana ni nyangami. Ka galon tigɛ ka da Assimi la ka da Choguel la ka da transition mɛn ala kama Mali kɔnɔ Mali kɔkan o Niger o Burkina o a ye wuli a ye yafa deli kɛ sinon aw ka sun don a bɛna kɛ kɔngɔlaminɛ gansan de foyi den kelen ala mago t'a la ala ko galon tigɛla ŋanaŋanakɛla i bɛ jɔ seli dɛmɛ mun kan n'i tilali ka seli la a b'a fɔ a ka mɛlɛkɛ a ka munumunu k'a don ɲɔgɔn na k'i bonda i n'a fɔ kabakuru parce que ala mago t'a la. Aw mu ye galon tigɛ hey a ye yafa deli kɛ sɔnni aw ka don sunkalo kɔnɔ a ye yafa deli kɛ dɛ sinon aw ta bɛna kɛ kɔngɔtɔ minɛ dɔrɔn de a ka sun den kelen nafa t'a la barika t'a la aw bɛ sasini aw bɛ jeni aw bɛɛ galon tigɛ la ala y'aw ka sen n'aw bolo ko ka bɔ politiki la o da de ka o ka nɔgɔn aw bolo ni fɛn bɛɛ o de ka nɔgɔn koyi a ye politiki to a kɛbagaw bolo minnu b'a dɔn. Politique kɔrɔtɛ ko galon tigɛ ni ŋanamu ni ɲagamini kɛla politique t'o ye dɛ politique t'o ye dɛ aw bɛna don sunkalo kɔnɔ Salam Fatia Keita y'a ta fɔ. Merci infiniment au capitaine Ibrahim Traoré qui a démontré une fois de plus son amour pour son peuple, l'objectif, l'ambition qu'il a pour le Burkina. Un Burkina fort, un Burkina nouveau,
un Burkina debout, un Burkina prospère, un Burkina avec l'autosuffisance alimentaire. Le défi qu'il a lancé à Alassane Ouattara, le défi qu'il a lancé à la CEDEAO, c'est de dire, tout compte fait, nos produits ne transitent pas par vos ports gratuitement. Ça, vous l'avez oublié. Nos produits ne transitent pas gratuitement par vos ports. Nous payons les frais de douane. Nous payons tous les frais qui sont liés au transit de nos produits qui passent par vos ports. Nous ne serons pas les seuls perdants. Vous allez perdre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons apprendre à développer chez nous et à produire ce que nous développons, à transformer ce que nous développons pour faire en sorte que notre dépendance soit limitée. Aujourd'hui, ce monsieur, c'est une fierté, non seulement pour l'Afrique, mais pour tout un peuple, pour toute une région. Évidemment, je parle du Sahel, je parle du Mali, je parle du Burkina, je parle du Niger. Tous les trois présidents, chacun dans son domaine, est une fierté nationale et régionale. Et c'est une bénédiction de voir un président faire ça. Aller rencontrer les jeunes gens. Est-ce qu'il avait besoin d'aller voir ces jeunes gens? Je dis politiquement, moralement, il avait le droit. Mais combien de présidents sont capables de descendre de leur tour d'ivoire et aller, hier on l'a vu dans les rues de Ouagadougou, saluer ces braves Amazones qui nettoient la ville de Ouagadougou toutes les nuits, qui balaient. Il est descendu pour aller les saluer. Il est reparti avec plein de bénédictions. Il a laissé le salon climatisé du palais présidentiel. Il est allé dans la poussière. Il est retourné avec plein de doigts. Ça s'appelle. Le voilà aujourd'hui, il allait voir les jeunes gens à qui il leur a demandé. La formation, c'est une bonne chose. Mais le pays a besoin de jeunes gens. On a besoin des agro-businessmen et businesswomen. Les jeunes gens, beaucoup parmi eux ont la maîtrise, la licence. Il a toujours dit, ne croyez pas que tout le monde doit travailler à la fonction publique. Tout le monde doit être fonctionnaire. Et ceux-là, ils ont suivi le conseil du président. Quand l'initiative a été lancée, ils ont répondu. Et aujourd'hui, la fierté est là. C'est des gens qui n'auront pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Vous leur donnez 2 ans, 3 ans, 5 ans maximum. Ça, c'est des futurs millionnaires qui sont là. C'est des futurs millionnaires que vous avez vus. Des futurs millionnaires. Et moi-même, je demande à Dieu qu'il me facilite d'avoir des terres à cultiver. C'est un de mes projets. C'est pas seulement mon projet, mais le monument Gaussou, ça, c'est sa vie. Hein. Tous les jours, c'est ça qu'il dit. Il faut un champ, il faut un champ, il veut un champ, il a besoin d'un champ, il veut un champ. Et finalement, j'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. À 2 h du matin, Idrissa. Il dit, pourquoi pas? Donc, ça, c'est un projet aussi. Mais déjà, quand nous, on regarde comme ça, et puis nous, on rentre dedans, on rentre avec une petite connaissance. C'est vrai qu'on ne va pas aller prendre les débats pour ça, mais en faisant, on sait à quoi on avait. On ne va pas prendre un terrain et puis jeter les gens là-bas et puis venir s'asseoir. Banco, ça ne se fera pas. Si tu veux faire ça, tu t'impliques dedans. Tu t'intègres. Et toi-même, tu suis le développement de ton business. Même si tu ne prends pas la tabac, ceux qui prennent la tabac, si tu es sur leur dos, ils savent que tu es là. Ils sauront comment il faut faire. Si toi-même tu es là-bas, ton business, ça ne va pas aller dans ton dos. Tu sauras exactement ce qui se passe. Allez, partager, on monte le mercure et puis on continue. Donc, nous disons merci infiniment à toutes ces femmes-là qui, de jour comme de nuit, se battent au quotidien pour nous accompagner, pour nous soutenir. Merci infiniment à ces femmes-là qui ont été célébrées hier, le 8 mars. Merci à toutes ces femmes, que vous soyez ministre, que vous soyez directrice, que vous soyez à la retraite. J'ai échangé avec une amie qui est à Abidjan, je ne dirai pas son nom, qui est allée à la retraite, avec qui nous avons beaucoup échangé. Vous savez, j'ai été surpris. J'ai été surpris.
On va aller en Côte d'Ivoire, puisque vous savez, le grand regard, on touche un peu de tout. Hein. Voilà, donc le grand regard, c'est pas un sujet précis. Hein. Donc partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Je vais tout de suite revenir sur la visite de ma maman chérie à moi, Aïcha Kone. Elle allait rendre visite à Soul to Soul. Je vais vous présenter la vidéo tout à l'heure, mais d'abord, cette amie, nous nous sommes connus sur les réseaux. Elle m'a beaucoup apprécié. Surtout, elle s'est dit que j'ai une très grande connaissance de la politique ivoirienne. Une fois, elle m'a dit, même si tu secoues souvent mon papa au fouet, je t'apprécie beaucoup, Keïta. Je ne dirais pas quelle était sa fonction pour éviter qu'on sache de qui il s'agit. Il s'est trouvé que quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, écoutez très bien, on va commencer d'abord par le métro d'Abidjan. Laurent Gbagbo avait facturé avec les Coréens l'étude de faisabilité. Tout avait été fait, y compris les dédommagements des personnes qui seront déguerpies tout le long du trottoir. Ce n'est que 37 km. Je vous en prie, je dis bien 37 km. C'est entre Anyama et Port-Boué. Anyama et Port-Boué. Laurent Gbagbo l'a facturé avec le Bénet, dont Melo était le directeur du Bénet à l'époque. Ça a été facturé à 100 milliards. 37 km, 100 milliards. Avec toutes les commodités. Avec les wagons extraordinaires, climatisés, propres. 100 milliards. Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Alassane Ouattara multiplie par 10. Alassane Ouattara multiplie par 10 et facture le métro d'Abidjan aujourd'hui à 1000 milliards. Vous avez bien compris. 1000 milliards. À 200 milliards, je pouvais accepter. À 300 milliards, on pouvait dire bon, avec les ajustements. À 400 milliards, on pouvait dire ok avec les ajustements. Mais jusqu'à 1000 milliards. Et qui a donné les 1000 milliards? C'est la France qui a encouragé Alassane Ouattara avec Bouygues. Je vous en prie, je dis bien Bouygues, qui est une compagnie française. D'ailleurs, je dis merci au général. Il y a une compagnie française de BTP qui a foutu le camp du Niger. Dieu merci. La souveraineté continue à venir. Vous allez, il y a beaucoup de gens qui vont prendre votre place. Donc, Bouygues, qui est le plus grand voleur de toute l'histoire de l'Afrique moderne, l'Afrique francophone moderne, c'est Bouygues qui a eu le marché. Écoutez très bien. Et Bouygues facture avec la complicité du gouvernement ivoirien à 1000 milliards. Et les 1000 milliards, aucune banque n'avait accepté de financer. Parce qu'ils ont trouvé que c'était trop surfacturé et le projet, quand on le regarde, c'était un mensonge. Aucune banque, je le dis, aucune banque, toutes les banques ont décliné le financement du métro qui passe parce que toutes ces banques-là savaient déjà que Laurent Gbagbo avait, avec les études de faisabilité, avec les études techniques, avec tout avait été fait et c'était à 100 milliards. Les banques se posaient la question, comment lui qui se dit économiste, il arrive, un pays qui sort d'une guerre fracticide avec plus de 3000 morts, vient dire qu'il veut construire un métro à 1000 milliards. Alors que son prédécesseur l'avait facturé déjà et l'argent était disponible à 100 milliards. Les banques ont refusé. Vous n'avez pas besoin de croire à moi. Vous n'avez qu'à rentrer. Toutes les banques ont refusé. Et Alassane est allé négocier avec qui? Avec Macron. Mais Macron met une condition. Je vais financer, l'État français va financer, mais avec une condition. L'éco doit être la monnaie de la CEDEAO. Vous devez commencer tout de suite à implémenter et à commencer l'utilisation de l'éco au niveau de l'UMOA. Et vous allez l'étendre à toute la CEDEAO. C'était la condition imposée par Macron. Parce qu'imaginez, pendant plus de 60 ans, le franc CFA, c'était la vache au lait de la France. Alors imaginez que la France, c'était seulement, l'UMOA, c'est 8 pays. Maintenant, c'est 16 pays. Donc imaginez la manne financière que la France gagne. Avec 16 pays.
Ouattara accepte le deal. Macron arrive en fanfare avec ses ministres. Il signe le contrat devant tout le monde. La France finance la construction du métro d'Abidjan à 1000 milliards. Et en même temps, la signature de l'écho pour l'UMOA est signée. En même temps, la CEDEAO, Alassane Ouattara le fait. Les autres présidents ont vu que Ouattara les a menés en bateau. Donc, normalement, l'écho devait être déjà utilisé au sein de l'UMOA. Mais les autres présidents ont refusé parce que Ouattara a manipulé tout le monde. Parce que Ouattara a eu les 1000 milliards qu'il voulait. Alors, il a entraîné tous les autres présidents de l'UMOA. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Bien vrai qu'ils ont signé tous, mais ils ont refusé de passer au niveau... Jusqu'à présent, ce qui explique pourquoi l'école n'a pas encore pu démarrer au sein de l'UMOA. Je ne parle même pas de la CEDEAO, d'abord, je parle de l'UMOA. Alors, on continue. Alassane Ouattara surfacture le métro d'Abidjan à 1000 milliards. 1. Les personnes sur la voie d'Anyama à Port-Bouy, on leur a demandé de partir. Mais les personnes, on a dédommagé qu'une poignée de personnes. Et là, même avec ça, c'est juste une petite... C'est-à-dire, si vous devez être dédommagé à hauteur de 40 millions, on vous donne 5 millions, vous signez un papier, et puis on va payer le reste. La plupart de toutes les personnes, la petite quantité de personnes, on leur a seulement donné des miettes avec la promesse de payer le reste. Et le reste n'est jamais venu. Et la grande majorité, on leur a demandé de partir sans préavis et sans un centime comme dédommagement. Ça, c'est le régime criminel. Alors, la question que je me pose, est-ce que Ouattara a eu l'idée qu'il va mourir? Est-ce que Ouattara sait qu'il va mourir? Est-ce que Ouattara a conscience qu'il va mourir? C'est pourquoi vous regardez aujourd'hui, quand Ouattara respire, vous savez que le monsieur, il est déjà mort. Quand Ouattara parle à côté de vous, sa façon de respirer, là, vous savez déjà qu'il est mort. Mais il est là seulement. Hein. C'est là, c'est une enveloppe vide qui est là. Sinon, Ouattara est déjà mort. Ça, là, j'avais prédit cet fait minable de Ouattara. Est-ce qu'on m'avait cru? Vous croyez que c'est quand Keïta parle, c'est à son nom qu'il parle? Ou bien c'est avec plaisir qu'il parle? Non. C'est parce que j'ai été mandaté par qui, vous savez, et j'ai dit que Ouattara, au regard de ce qu'il fait, voilà ce qu'il attend. Je dis bien, au regard de ce qu'il fait, voilà ce qu'il attend. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est là, ma chérie Kadi. C'est ce que j'ai toujours dit. Alors, aujourd'hui, vous regardez Ouattara. Il est en train d'être défiguré. Moi, il y a un an, quand vous regardez la photo de Ouattara il y a un an, et puis la photo d'aujourd'hui, c'est pas possible. Bédié était plus âgé que Ouattara. Mais regardez le visage de Bédié. Regardez Bédié, quand même qu'il est mort. Bédié était encore plus, il y avait même la gloire de Dieu sur lui. Il était plus reluisant que Ouattara, qui est plus jeune que lui. Parce que les crimes qu'il a commis et il continue de commettre vont se retourner contre lui. Ça ne fait que commencer. Le retour du karma arrive et ça va frapper mal au sein de la famille Ouattara. Ce n'est pas fini. La fille de Ouattara, Catherine, qui était mariée à un blanc, le blanc l'a divorcée. Parce que Dieu a frappé la fille de Ouattara, qui est paralysée aujourd'hui. Fanta, personne ne la regarde. Personne. Je crois Fanta Catherine, quelque chose comme ça. Personne, sa fille, personne. Personne ne la voit. Son propre père même, il a honte d'aller regarder ses propres enfants. Celle-là, elle n'a jamais eu d'enfant. Je n'aime pas parler de la vie privée des gens, mais l'attitude du père souvent, Dieu frappe pour t'avertir. Le mari, avant que la fille ne soit paralysée, Catherine, c'est quand elle est tombée paralysée que son mari l'a quittée, il l'a divorcée. Parce qu'elle était mauvaise comme son père, méchante comme son père. C'est pas elle seule. La femme de David, le fils de Ouattara, sa femme est décédée en Côte d'Ivoire, tout le monde l'a vu. Dans quelles conditions, Dieu seul sait. Ils ont camouflé ça entre eux. Il n'y a jamais eu d'autopsie, on ne sait pas comment elle est morte, bon, c'est leur problème. Le même David, il sortait avec la femme, la mère d'Odiéné, là, il sortait avec elle.
La femme mère de Dieudonné qu'on a nommée ministre maintenant là, c'était la copine de David et elle s'est mariée, je crois, c'est le jeudi passé qu'elle s'est mariée, je crois. Le jeudi passé, c'est pas avant-hier jeudi, oui. Oui, c'est avant-hier jeudi, elle s'est mariée. Alors, maintenant, le mari de Fanta, quand Kaba Nialé était ministre adjoint, que s'est-il passé? Premièrement, le port autonome d'Abidjan, il y a un système de rayons X qui était là-bas pour le contrôle des marchandises. Il y a eu un appel d'offres, il y a une société qui a gagné. Au temps de Babo Laurent, et le port d'Abidjan gagnait beaucoup d'argent. Alassane est arrivé, il a demandé à Kaba Nialé, qui est ministre aujourd'hui, elle est de Boundiali, de casser le contrat. Ils ont cassé le contrat et ils ont donné le contrat au mari de sa fille. Et l'État de Côte d'Ivoire a payé les intérêts et les dommages causés à la société. Masséné, merci beaucoup Adama Traoré, Masséné. Donc l'État de Côte d'Ivoire a dédommagé la compagnie de tous les préjudices à des milliards de francs. Ouattara s'en fout, il voulait faire honneur à sa fille. C'est pas pour rien, sa fille est paralysée. Merci. Action sociale même, ça veut dire quoi? Merci beaucoup mon frère Denis. Action sociale là, de toi à moi. Est-ce que ça là, c'est un ministère qu'on doit créer? Action sociale. Bon, il a créé parce que son fils était dessus. Il boussait la go. La dame, excusez-moi. Et il était sur elle. Maintenant, on casse le contrat, on donne à Web Fontaine, qui est l'entreprise, ou du moins qui était l'entreprise du mari de sa fille. L'ancien mari de sa fille. Ce n'est pas tout. Au Bénin, il y avait un projet. Et le projet, je crois, était à hauteur de 3 milliards, je crois. À hauteur de... Non, plus que ça. À 25 milliards, je crois. Le projet était à hauteur de 25 ou 20 milliards. Et le Bénin reçoit une lettre de la présidence qui dit d'oublier les appels d'offres et de donner le projet à Web Fontaine, c'est-à-dire le mari de sa fille, là, sa société, de lui donner le contrat. Et lui, vous savez combien il a facturé le contrat? Il a facturé ça à 85 milliards de nos francs. J'ai dit bien 85 milliards de nos francs. Vous savez pourquoi Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir ivoirien? Je vais m'arrêter là. Il y en a beaucoup. Il y a le fils de Dominique Ouattara aussi qui a fait la même chose. Il y avait un petit contrat de 10 milliards, lui aussi il a facturé ça à 100 milliards. Je vais m'arrêter là. Vous savez pourquoi Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir? Parce qu'il y aura des audits après. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Angola. Comme le semblant qu'on a tâté au Gabon et puis on a arrêté. Est-ce qu'au Gabon, vous entendez encore affaire de Sylvia Bongo? Parce que Ouattara est monté au créneau, il a dit à Macron, si ma femme est humiliée, tu vas perdre la Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas me concentrer sur le cas de ma femme et puis défendre les intérêts de la France. Donc tu as le choix. Soit le Gabon laisse tomber cette histoire et puis ma femme, son nom sort dedans. Sylvia Bongo, dans tous les cas, vous avez gagné suffisamment. Pourquoi vous voulez? Donc voilà la situation. Voilà pourquoi au Gabon, on ne peut plus continuer avec Sylvia Bongo. En tout cas, pour le moment, ils ont arrêté. Parce que si on continue, la femme de Ouattara, Dominique Ouattara, aura tous les problèmes du monde. Donc, ils ont dit au petit président vendeur de drogue là, hey, toi, tu as vendu de drogue en au courant, laisse ça là tomber. Tu ne pourras rien leur faire. Laisse la population gabonaise, quand ils vont oublier, tu les laisses partir. Voilà le deal. Et en Côte d'Ivoire, pourquoi Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir? Parce que quand il va quitter le pouvoir, comme ce qui se passe en Angola, il y aura des audits sur les passations de marché. Il faut que le pouvoir de Ouattara explique, même s'il est mort, il faut que son pouvoir là, il faut qu'ils expliquent comment de 100 milliards on se retrouve à 1000 milliards. Il faut qu'ils expliquent, c'est pourquoi ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit à Chris Yapi la dernière fois aussi que Ouattara ne cherche pas forcément, il sait qu'il ne peut rien contre Assimi. Au regard de notre système de renseignement sophistiqué, bien posé, cela ne veut pas dire qu'on va dormir sur nos lauriers.
Mais cela veut dire tout simplement que Assimi, avant que Ouattara n'ouvre sa bouche là, même le caleçon que Ouattara porte, Assimi connaît la couleur. Pour dire que Assimi connaît mieux Ouattara que Ouattara lui-même. Donc Assimi est sur sa garde, mieux qu'on peut l'imaginer. Assimi n'est pas né de la dernière pluie. Donc, Ouattara cherche des alliés. Parce que si c'est chaud, il voudra compter sur la bonne coopération, la bonne alliance qu'il a avec le Mali. Parce que quand ça va choquer, c'est deux choses. Soit il se bat pour éviter que le Sahel, Mali, Burkina, Niger ne devienne une base arrière de déstabilisation, ou soit il veut faire tout, quand ça va capoter comment, il puisse trouver refuge chez nous. Ou du moins sa famille puisse trouver refuge chez nous. C'est une des raisons. Sinon, politiquement, il sait qu'il ne peut pas avoir Assimi. Il sait qu'il ne peut pas. Assimi le connaît mieux que lui-même. Même avant de choisir la cravate qu'il va porter, Assimi connaît déjà la couleur. Assimi connaît mieux Ouattara que Ouattara lui-même. Donc, Ouattara cherche à avoir des alliés aujourd'hui. Mais nous le savons. On est sur nos gardes. Alors, quand tu fais de telles bêtises, si moi je suis au courant, vous croyez que nos présidents ne sont pas au courant des surfacturations de Ouattara? Vous croyez que nos services de renseignement ne sont pas mieux informés que Keïta? Évidemment que nos services de renseignement sont mieux formés que moi. Ils sont mieux informés que moi. Ils ont plus de preuves que moi, je ne peux l'imaginer. Donc, quand vous prenez le cas seulement de sa fille, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Mais aujourd'hui, regardez le résultat. Tu as tout fait ça pour le mari d'une fille qui, au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Il a abandonné ta fille et il est parti. Et ta fille, elle-même, elle est paralysée. Ta propre sœur avec qui tu as fait toutes les bêtises. Elle, aujourd'hui, la maman de ta secrétaire générale de la présidence. La secrétaire générale de la présidence ivoirienne, sa maman, tout le monde sait, elle a tête de folie. Ouattara allait la cacher en France quelque part là-bas, sa fille ne peut même pas aller voir sa propre mère. Ce n'est pas tout. Donc, quand vous regardez tout ça, tous ces vols, alors, c'est à cause de ça qu'il a peur de quitter le pouvoir. C'est à cause de ça qu'il a peur. Parce qu'il s'est dit, s'il perd le pouvoir, il aura des comptes à rendre. Ses enfants auront des comptes à rendre. Tous ces contrats mafieux qui se sont déroulés. Donc, quand vous voyez cet idiot de Touré Mamadou qui sort avec sa gueule, là, moi, tout ça, c'est les gens, vous regardez, vous riez. Parce que le retour du karma est là. Le retour du karma est là. C'est pour toutes ces raisons-là qu'ils ne veulent pas, ils se battent pour empêcher que ce monsieur-là reste toujours au pouvoir. Malgré tous les crimes qu'il a commis. Donc, on va continuer notre entretien. Le jour même que les gars sortent, moi j'étais chez moi. Il y a des gens qui disaient, mais lui, là, ça va qu'il allait sortir. Cap de Diagabon, je ne sais pas comment on dit ça en français. Abe Ina. Tout le monde sourit. En tout cas, le cas de bon. C'est-à-dire que quand tu as fait tout le cycle là, si tu as vu sur tes rassasiés. Voilà, ça c'est Maman Aïcha. Donne-moi une seconde. Alors, il est toujours soul, c'est mon gars. Faut laisser ça, mon frère.
Vous savez, le monsieur Sultan Soul, c'est samedi, hein, on touche un peu de tout. Sultan Soul, c'est une légende en Côte d'Ivoire, de par sa générosité. Mais on dit, ce sont les oiseaux de même plumage qui s'assemblent. Soro lui-même, sa générosité, tout le monde le sait. Et il était incarcéré à la prison d'Abangourou. Moi, j'ai fait à Bangourou. Et là-bas, c'est lui qui nourrissait pratiquement les prisonniers qui étaient, je dirais, peut-être dans la même cellule où il était. En tout cas, c'est ce que les prisonniers ont dit. Et quand ils partaient, beaucoup ont pleuré. Pour dire que, comment ils vont manger désormais. Et les parents des prisonniers ont formulé beaucoup de bénédictions. Un homme comme ça, il ne pouvait pas rester éternellement en prison, même si on est un criminel du nom d'Alassane Ouattara. Parce que les bienfaits, Dieu se souviendra toujours de vous. C'est ce que je vous dis toujours. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, mais ce sont les actions que vous posez qui vous préparent une meilleure place auprès de Dieu. Gardons ça en esprit, raison pour laquelle j'ai demandé à nos politiciens qui ont raté visiblement leur vocation de se ressaisir et de demander pardon. Ils ont menti, ils ont trahi, ils ont failli, ils ont échoué. Au lieu de se ressaisir, ils trouvent toujours des moyens pour venir attaquer, pour mentir. Si ce n'est pas le président, c'est le premier ministre. Mais ils n'ont jamais le courage d'attaquer Sadio. Ils n'ont jamais le courage d'attaquer le ministre Maïga. Parce que, vous savez, dans la vie, faisons ce qui est juste, faisons ce qui est bon. C'est tout. Parce que tôt ou tard, nous tous là, on va partir. Alors maintenant, les Congolais, vous êtes là? Est-ce que les Congolais sont là? Les Congolais, vous êtes là? L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Voilà la réalité et le visage honteux de l'Union européenne. On n'a pas fini. On va continuer. Il est important. Voilà l'Union européenne. Cette Union européenne-là, qui veut nous donner des conseils. Non. Cette Union européenne-là, qui veut s'immiscer dans la gestion politique intérieure, interne de nos États. Cette Union européenne qui nous menace. Si vous êtes avec la Russie,
on coupe notre aide budgétaire, notre soutien financier. Pendant ce temps, que fait l'Union européenne? Elle va donner la main à un président criminel sans foi ni loi, à la personne de Paul Kagame, qui vole et pille les ressources du Congo, Kinshasa, au vu et au su de cette maudite organisation, cette maudite union appelée Union européenne. C'est eux qui sont les donneurs de leçons. C'est eux qui, pendant qu'ils encouragent le vol et le pillage, la violation constitutionnelle et territoriale de la République démocratique du Congo, elles se lèvent pour dire défendre les droits des Ukrainiens en fournissant armes, munitions et financement au régime de Kiev. Africains, quand est-ce que nous allons nous réveiller? Africains, quand est-ce que nous allons comprendre? Africains, pourquoi sommes-nous aussi sourds et aveugles? Pourquoi notre intellect est bouché au point de ne pas comprendre cette géopolitique malsaine, malhonnête, deux poids, deux mesures? Ça fait honte de voir des Africains s'afficher avec cette malédiction appelée Union européenne. On a vu cette maudite Van der Leyen qui s'habille en drapeau ukrainien, qui insulte combien de paquets de sanctions n'ont pas été adoptés contre la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre le Rwanda? En quoi est-ce que l'invasion de la Russie, l'opération militaire spéciale, au moins qu'il y a une opération assumée de la Russie, une opération assumée pleinement par l'État russe, en quoi est-ce que cela est différent de la violation et des crimes commis par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo? Quand cette même, moi je le dis, je suis déçu du président Tshisekedi. Vous allez m'excuser mes amis congolais, votre président, il n'est pas à la hauteur. Il adore trop parler français. Et il agit peu. Il a fait la même bêtise que Macron. Mais lui, il a été le premier à le faire avant Macron. Ils ont dit. François Hollande l'a dit. J'ai écouté Dominique de Villepin, il a dit. Quand vous voulez agir, vous ne dévoilez pas votre stratégie à votre adversaire. Tshisekedi a voulu se donner une bonne conscience. Il dit au peuple congolais, lisez sur mes lèvres, je vais bombarder je vais bombarder le Rwanda. Et dès qu'il a dit ça, Paul Kagame a orienté ses missiles sol-air vers Kinshasa, principalement vers le palais présidentiel. Les Américains leur demandaient, il dit bouge pas. Les missiles de Kagame aujourd'hui sont orientés sur le palais présidentiel de Tshisekedi. Et Tshisekedi a fermé son coin. Il s'est tué. Et il laisse les Congolais, les gens de Goma et autres, être massacrés et tués. Le Mali n'a pas dit à la France, on va orienter missiles vers vous. Le Mali n'a pas dit à quelqu'un, ni à Ouattara, on va orienter. C'est moi qui dis ça. Mais le Mali a fait quoi? Le Mali a équipé notre armée. Le Burkina a équipé son armée. Et le Niger a équipé. Aujourd'hui, on est en train de laminer les terroristes qui sont. Et les terroristes là, ils sont mieux équipés, mieux informés, mieux renseignés que le M23. Les rebelles et les terroristes qui se sont donné la main, ils sont mieux équipés, mieux renseignés que le M23. Mais que s'est-il passé? Quand l'armée du Mali, après la direction de Kidal, ils ont tous fui de Kidal avant notre arrivée. Ils ont dit quoi? Ils disent les drones sont dangereux. Les drones de l'armée malienne, ils sont en train de nous frapper. On ne peut pas rester, on ne peut pas tenir nos positions. Mais qu'est-ce que le président Gueulard, gros on dirait poupée là, qui c'est qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il attend? Les drones sont dans le ciel. Vous larguez les missiles là sur le M23. Mama Bawa. Le Burkina,
dans les nuages, on largue les missiles. Est-ce que vous avez vu l'attaque de Djibo? La RDC n'a jamais connu ça. Tout récemment, le Mali a subi la même pression. Des milliers de terroristes, on ne sait pas où ils sont venus, mais nous on le sait puisque l'armée française est au Nigeria. Ils sont en train de recruter ils recrutent la même base. Là où Boko Haram recrute ses soldats, l'armée française est en train de recruter là-bas et les orienter vers nous. Nous, on n'est pas fatigués. Tant que eux là, ils viennent là, nous on les tue. Les munitions là, on les aura. Les missiles là, on ne va pas arrêter d'acheter. On va les tuer. On va les tuer et on va les tuer sans retenue. Qu'est-ce que Tshisekedi attend? Il dit qu'il a des drones. Nous, on n'a pas fait publicité des drones. On allait acheter et puis on a mis dans les airs. Le jour où on a attaqué le bateau Tombouctou, j'ai dit, monsieur le président, à cause de Dieu, fais sortir nos drones. On n'a pas acheté. Et lui-même, il a dit, le président, on n'a pas acheté pour orner un salon. C'est pour être utilisé. Il dit, monsieur le président, fais sortir nos drones. Depuis que nos drones ont commencé à sortir, il y a un autre son de cloche que tout le monde entend. Au Burkina, c'est un autre son de cloche. Et tout récemment, les 3 pays se sont donné la main pour créer une task force qui va comprendre différentes unités d'intervention. D'accord? Le Mali, le Niger, le Burkina, on a créé une task force qui sera permanente avec des unités d'intervention à tous les niveaux. Intervention rapide, commando, tout ce que vous pouvez imaginer, à tous les niveaux. Ils ont travaillé sur ça, les services techniques ont travaillé, et ça reste l'opéralisation, toujours, ok, ça reste d'opérer, donc, les présidents vont donner leur feu vert, et puis automatiquement, les états-majors, les différents ministères, les structures, déjà, les armes sont disponibles, les hommes sont disponibles, il suffit de créer un groupe homogène et bien intégré, et puis travailler. C'est tout. Mais est-ce que le Congo, ce gros pays-là, lui là, si nous, qui avons subi des sanctions, on a réussi à acheter ces armes, parce que Tshisekedi, c'est un menteur, peuple congolais, à cause de Dieu. Un moment, j'ai cru que je pouvais faire confiance au monsieur. Merci beaucoup, Frédéric. Un moment, j'ai cru que je pouvais faire confiance à Tshisekedi. Mais après, je me suis rendu compte que Tshisekedi est en train de tourner tout le monde en bateau. J'ai vu un journal en ligne togolais qui dit que Tshisekedi veut tourner Vladimir Poutine en bateau. Je dis, vous n'avez rien compris. Poutine sait qui est Tshisekedi. Tshisekedi ne peut jamais tourner Poutine en bateau. Jamais. Poutine sait qui est Tshisekedi. Vous savez, Poutine joue votre jeu. Il est honnête jusqu'à ce qu'il attend de vous. L'erreur. Et quand vous commettez cette erreur, maintenant vous verrez le véritable visage de Poutine. Mais Tshisekedi, il fait la honte. Congolais, je vous suis, je vous aime. Je vous aime, mais disons la vérité. Le président là, il gueule trop, il parle trop, il n'agit pas. Et ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais qui sont massacrés en Goma et dans l'Est de la RDC. Il parle trop. Il prétend que la communauté internationale doit venir pour faire quoi? Le Mali a besoin de la communauté internationale. Le Burkina est plus petit que le Congo. Mais le Burkina s'en sort. Le Niger s'en sort, le Mali s'en sort. Alors pourquoi lui, il a des problèmes? Pourquoi lui, il a des problèmes? Pourquoi il a des problèmes? Parce qu'il n'est pas honnête, c'est un menteur, c'est tout. Tu as provoqué Kagame, tu dis que tu as des missiles. Maintenant, la sortie de ces missiles, tu es bloqué. Mais le M23, aujourd'hui, nos soldats ne font pas front direct avec l'ennemi. C'est quand eux-mêmes, ils demandent de les laisser d'abord aller sur le terrain. Donc, l'aviation se met en retrait. Selon très généralement, c'est notre aviation qui est devant. Et on ne les voit même pas venir. C'est quand le drone finit le premier travail que les albatros, les sukhoi, ils font le deuxième passage. Et le troisième passage, ce sont les hélicos de combat.
qui viennent ratisser la zone. Est-ce que Tshisekedi, il a un problème pour approcher ses frères présidents, le jeune capitaine, son frère Assimi, le général? Comment vous faites pour bien réussir chez vous? Je vais m'inspirer de votre exemple. On va aller donner des éléments au Congo qui vont travailler avec l'état-major des forces armées congolaises pour neutraliser une bonne fois pour toutes le M23, les éradiquer complètement du Congo. Voilà l'Union européenne qui va signer un contrat avec un pays agresseur. Et le contrat dont il est question, ce pays agresseur n'a même pas un minerai dans son sous-sol. Donc vous signez un contrat avec le Rwanda, sachant bien que le Rwanda va les voler au Congo. Il n'y a pas un accord ni un contrat entre le Rwanda et le Congo. Donc le Rwanda s'appuie sur le... Vous voyez, ce sont ces blancs-là. Et les Africains n'en font pas suffisamment l'écho. Moi, je ne peux pas tous les jours venir parler de cette situation. C'est pourquoi souvent quand je parle avec les gens vous écoutent. Comme il y a un hier là, j'ai fini mon direct. Ouais, je veux que tu parles du dictateur Yassimbe. J'ai dit, toi, tu as les foutaises. Hein. C'est moi, je vais aller faire ton combat au Togo. Depuis tous les jours, je mène mon combat. Quand tu regardes mes images là, la qualité de l'image, elle est comment? Elle est propre. La qualité de la lumière, elle est comment? Elle est propre. Quand je m'habille là, c'est comment? C'est propre. C'est pas ça? Tu es content, tout est propre. Mais tu ne sais pas que c'est l'argent que je mets dedans. Et tu me dis d'aller parler au Togo. Avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose, toi-même là, sois le premier à donner. Moi, et c'est ce que je lui ai dit, moi aujourd'hui, très peu de palais, je ne parle pas de ceux qui nous combattent. Les véritables présidents africains, très peu de présidents aujourd'hui peuvent me fermer leur palais. Wallahi billah, je le jure au nom de Dieu. Très peu de présidents peuvent me fermer leur palais. La plupart des présidents, et plein sont prêts à me recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un travail. J'ai déjà démontré ma force de frappe, mon amour pour mon pays, pour ma patrie, pour mon continent. Même si moi je vais aujourd'hui en Afrique du Sud, Wallah Billah, Cyril Ramaphosa va me recevoir. Mais vous êtes toujours là pour dire, fais ça, fais ça. Vous ne faites rien et c'est vous qui demandez toujours aux autres. Moi, toujours je dis, je vais partir au Burkina, je vais aller au Niger. Mais pourquoi jusqu'à présent je ne vais pas? Parce que je veux d'abord imposer quelque chose. Quand j'arrive, je vais à l'ambassade, je dis, je vais au Niger. Et quand je dis, arrivé, je souhaite rencontrer le Premier ministre et le Président. Déjà, les démarches sont faites. Quand j'arrive, on me reçoit. Pourquoi? Parce que j'ai prouvé. Et le président sait que quand Keïta vient, au moins, il a droit que je le reçoive. Mais vous ne faites rien, c'est vous toujours que il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que vous croyez que je suis votre esclave, je suis votre idiot qui travaille pour vous. Je travaille en fonction de mes besoins, je travaille en fonction de mes compréhensions, je travaille en fonction de ma vision. Maintenant, si vous avez quelque chose, ayez au moins le courage et l'honnêteté de dire, avant de demander quelque chose à Keïta, il faut que je le soutienne. Il y a des gens qui me soutiennent. Ma soeur Fanny, elle m'a soutenu. J'ai plein de gens, je ne voudrais pas citer leur nom du côté de la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'on les fatigue. Il y a plein d'autres personnes qui me soutiennent. Mais vous ne faites rien et c'est vous qui dites, il faut aller là-bas. Il est dictateur. Je m'en fous, il n'a qu'à être le plus grand criminel au Togo. Arrangez ça, ça c'est votre président. C'est votre fardeau. Je mène déjà pour le Mali, pour le dictateur gourmand, ça s'arrête là. Si demain je dois dire quelque chose par rapport au Togo, parce que je l'aurais souhaité, mais non pas parce que vous m'avez demandé. Donc, gardez-vous souvent de me demander certaines choses quand vous ne faites rien. Prenez plaisir à donner qu'à recevoir. Vous avez déjà suffisamment reçu de Keïta. Avant de lui demander d'intervenir sur tel, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait pour Keïta? Aux États-Unis, c'est ce qu'on dit toujours aux gens. On dit aux petits Américains, quand il naît, on dit ne te demande pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Mais dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour l'État gourmand? Je le fais. Qu'est-ce que vous qui voulez demander là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout. Arrêtez de trop prendre. Ça ne va pas construire nos États. Apprenez à donner à votre pays.
Apprenez à soutenir ceux qui aident, ceux qui se battent. Mais arrêtez avec de demander. Personne ne viendra vous demander. Mais que cela vienne de vous-même. Que cela soit de vous-même. Prenez, dites, je veux le faire. Si vous ne voulez pas le faire, alors interdisez-vous de demander. Au moins, on ne va pas vous parler mal. Parce que si vous ne faites pas, et puis vous me dites de faire, moi je vais vous parler mal. Ça, soyez certains. Le gars qui a demandé ça, là, il l'a eu pour son compte. Il a pris son temps pour écrire des... Je n'ai même pas écouté, je l'ai supprimé. Moi, je ne réponds pas à ça. S'il est là, il va savoir. Je ne l'ai même pas écouté. J'ai supprimé son message. Je dis ça toujours, mais vous venez me provoquer quand même. Laissez-moi travailler selon ma compréhension. Il peut y avoir une urgence. Et il y a telle urgence. Là, il n'y a pas de souci. Je réagis. Il y a une urgence, je réagis. Tel qu'aujourd'hui, au Congo, aucun Congolais ne m'a demandé de faire ça. Parce que j'ai estimé que le président Tshisekedi, il parle trop et il met la vie des Congolais en danger. Là, je ne suis pas d'accord. Maintenant, vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de ça. Voilà la preuve qui est là, l'Union européenne. Pendant que le M23 tuait des Congolais pour les empêcher d'aller voter, la présidente de la Commission européenne était au Rwanda en train d'inaugurer. Ce que vous savez que le Rwanda, c'est un partenaire, pas seulement de l'Union européenne, de beaucoup de pays. Aujourd'hui, en Angleterre, quand on vous arrête sans papier, c'est au Rwanda qu'on vous expulse. Il y a un contrat, il y a un mémorandum d'entente entre Paul Kagame et le gouvernement britannique. Et c'est des milliards qu'on lui donne par an pour former et recevoir ces jeunes gens-là. Quand ces jeunes gens-là arrivent au Rwanda, on leur donne la nationalité rwandaise, on leur donne une formation, on leur donne une épouse, ils se marient, ils fondent leur foyer, c'est fini. Parce qu'au Rwanda, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Si vous prenez 1 million de Rwandais, il y a peut-être 100 000 hommes seulement. Tout le reste, ce sont des femmes, et des très belles femmes. Donc, Kagame a décidé à elle l'Angleterre, donc tous les hommes qui vont attraper, là, ils vont les balancer tous au Rwanda. Ça fera des époux pour les Rwandaises. On donne formation, vous restez, vous êtes mariés, vous avez une nationalité rwandaise et puis vous travaillez là-bas. Voilà. Et Paul Kagame, il le fait à tous les niveaux. Alors, donc, maintenant, je vais terminer notre rencontre du jour avec ceci. Un élément que j'estime que vous devez savoir. Why in 1995 would Nelson Mandela say our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian people? If you think that we act in support of Palestine because of elections this year, you don't know South African history. You don't know the history of liberation and struggle. We didn't meet the Palestinian people on October 8. We've been together in struggle for many, many decades. Je vais vous expliquer. The people of Palestine trained Je vais vous the traduire. freedom fighters of the liberation movement. It's not. Je vais This is a relationship vous traduire ça, ne vous en of faites freedom pas. fighters, of activists, of nations that share a history. A history of struggle for justice and freedom. Il dit, en 95, Mandela disait que la liberté des Sud-Africains ne sera jamais complète si le peuple palestinien n'est pas libre. Ça, c'était Mandela. Elle dit, si vous pensez, vous estimez que notre soutien pour le peuple palestinien date seulement des événements récents, cette guerre criminelle-là d'Israël, c'est que vous ne connaissez pas le peuple sud-africain. Nous sommes des alliés, nous sommes des peuples combattants depuis des décennies et des décennies. Nous continuons, nous marchons ensemble, nous nous combattons ensemble. Pourquoi je vous fais écouter la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa? Aujourd'hui, la République sud-africaine est la fierté de toute l'Afrique. Je retrouve le combat que nous menons au Sahel.
je retrouve ce combat dans le combat de la République sud-africaine qui se bat pour la Palestine. C'est eux qui ont amené Israël devant la Cour de justice internationale, ne l'oubliez pas. Et ils ont introduit encore une autre requête. Il y a, je crois, elle a dit il y a 2 jours, mais cela fait 3 ou 4 jours, auprès de la même justice encore contre Israël. Et si ce qui est fondamental, ce qu'elle a dit, son intervention, c'est une conférence de presse avec des Palestiniens, je crois. Ça fait 1h24 minutes. Je crois que j'ai partagé ça sur ma page. Hein. Si je n'ai pas partagé, je vais partager tout à l'heure. Ici, ce dont il est question, la République sud-africaine, elle dit il faut combattre tout ce qui est système unipolaire, c'est-à-dire le système basé sur le dollar, le système basé sur le leadership des Américains. Il faut diversifier, il faut créer un monde nouveau avec plusieurs options. Et ce que la République sud-africaine fait aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait depuis la création du monde. Qu'un État africain entraîne Israël devant une cour de justice internationale. Ça ne s'est jamais fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour cette raison que les Américains sont en train de voir comment ils peuvent déstabiliser et intervenir dans l'élection en République sud-africaine. Les Américains sont agacés, ils sont frustrés, ce n'est pas tout. Le comportement irresponsable et inconscient de Benjamin Netanyahu, ce n'est pas tant la guerre, mais il essaie d'utiliser le prétexte de la Palestine pour se protéger lui-même, pour se mettre à l'abri des ennuis judiciaires qu'il a. Et donc, il dit que les Palestiniens sont des animaux, que ce ne sont pas des êtres humains. Les Américains cautionnent ça. L'Union européenne cautionne ça. Que disent les Africains? Que dit la CEDEAO? Organisation moribonde, stupide, inutile. Que dit l'Union africaine? Que dit certains responsables? C'est la République sud-africaine qui se bat seule aujourd'hui avec le peuple sud-africain pour soutenir évidemment le Mali. On a vu le Mali, le Burkina, le Niger qui soutiennent le combat de la Palestine. Notre combat n'est pas fini. Le combat, alors quand vous voyez tous ces combats et puis des petits plaisantins viennent vous dire ce que vous devez faire, là où vous devez intervenir, vous les regardez. La seule chose qui mérite, c'est de les recadrer avec la plus grande violence. Parce qu'ils n'ont même pas eu l'idée. Les gens croient que vous venez vous asseoir, vous parlez comme les autres. Je prends le temps de réfléchir sur l'évolution de mon pays. Les sujets que je peux aborder qui sont bénéfiques pour mon peuple. Quand je dis mon peuple, je parle du Sahel, je parle de Gourmand, je parle de l'Iptako, je parle de l'AES. Mais à côté de cela, il y a d'autres pays, il y a d'autres combats. Mais on les fait en fonction de notre disponibilité et des informations qu'on a. L'Afrique du Sud, je vais développer ça pour vous, Inch'Allah, mais pas aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la Palestine. Il faut qu'on se dise la vérité. Cette vérité-là, peut-être qu'elle va frustrer certaines personnes, mais c'est une vérité qu'on ne pourra pas la contester. Alors, je voudrais remercier les uns et les autres, surtout ceux qui nous suivent par rapport à nos produits d'AMSA, parce que c'est important pour nous aussi quand on est ensemble. Nos produits d'AMSA, pardon, c'est important. C'est important, on est ensemble et évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a à partager ensemble. Mais d'ici là, on écoute ceci d'abord.
Alors, c'est notre produit phare, le Damsa. Je remercie encore infiniment toutes ces personnes qui nous contactent par rapport au Damsa, tous ceux qui ont déjà passé des commandes et ceux qui ont appelé pour avoir des informations sur des pathologies spécifiques, sur des infections spécifiques. Je le dis, je le répète, il y a une première dame qui a... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont gagné déjà en promotion, mais il y a une première dame, elle et son fils, qui ont bien gagné déjà un produit gratuit parce qu'elle a fait plus de 3 commandes. Je vous ai dit, au-delà de 3 commandes, on vous donne, comment on appelle ça, un produit, un traitement de votre choix. On vous le donne gratuitement. Alors, tout à l'heure, je sais que certainement elle écoute. Voilà, donc elle a déjà gagné, on en a déjà discuté. Alors, on est toujours ouvert, je le dis. La promo continue jusqu'en mars 2025. Et chaque fois que vous référez plus de 3 personnes, parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus avec des noms de personnes, mais les personnes qui nous réfèrent les gens, après, vous-même, il est bon aussi de m'envoyer un message pour dire, ah, j'ai demandé à telle ou telle personne, et quand la personne confirme sa commande, soyez certain qu'elle vous rend compte qu'effectivement sa commande a été confirmée pour que nous soyons sur la même page et que vous puissiez bénéficier de votre traitement gratuit pour avoir, n'est-ce pas, parlé du Damsa à 3 personnes qui ont déjà confirmé les commandes. Il ne suffit pas seulement de dire aux gens, mais soyez certain que ces personnes-là confirment leurs commandes. Une fois que 3 personnes achètent des produits à votre nom, pour dire que c'est telle personne qui m'a donné le contact, la personne a droit à un traitement gratuit plus la livraison gratuite. Voilà, j'insiste. Et deuxièmement, ceux qui achètent, si une personne achète plus de 3 produits, la personne a droit aussi à un 4e traitement gratuit. Voilà. La personne a droit à un 4e traitement gratuit. Ça, il faut que je vous le dise aussi. Alors, le traitement, on continue, pardon, la promotion jusqu'à mars 2025. Alors, le Damsa, c'est un produit comme beaucoup de produits, c'est naturel, 100% naturel, 100% bio. C'est pas une plantation que nous avons nous-mêmes et que nous faisons pousser les plantes avec de l'engrais, non. Tout ce que vous avez avec le Damsa, ça vient de la nature. Pour emprunter l'expression du capitaine Traoré, c'est la nature qui nous a généreusement bénis. Et Dieu nous a bénis avec. Donc toutes ces plantes-là poussent naturellement, sans ingrédients chimiques, sans engrais. Donc j'ai l'habitude de le dire, vous le savez, l'homme est né poussière, il retournera poussière. Donc les plantes Damsa sont issues de la poussière, donc de la même origine que l'homme. Alors vous comprenez forcément que lorsque vous mettez un cocktail de plantes ensemble, à l'exception de Allah lui-même, rien ne peut s'opposer à votre guérison. Si réellement c'est une maladie clinique, que vous devez être guéri, rien ne l'empêchera. Si la médecine ne peut pas, le Damsa pourra le faire. Donc, le Damsa, le 12, c'est pour régénérer les cellules et booster votre système immunitaire. Le 14, c'est pour combattre un grand nombre, je ne dis pas tout, hein, je dis un grand nombre de pathologies chroniques, souvent appelées incurables. Le 12S, c'est pour le VIH-Sida, l'anémie et bien d'autres maladies qui sont liées uniquement au sang. Voilà. Donc, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit la drépanocytose, l'arthrose, que ce soit les infections pulmonaires, que ce soit, comme on appelle, la pneumonie pulmonaire, que ce soit les infections cardiaques, que ce soit les infections rénales, que ce soit le cancer, quel que soit le type de cancer, quel que soit le type de diabète, que ce soit l'hypertension artérielle. Alors, nous, le Damsa peut vous aider. Constipation chronique, hémorroïdes, trompe bouchée, ovulation compliquée, fertilité impossible, libido, faiblesse sexuelle ou molle au niveau de l'homme. Le Damsa, par la grâce de Dieu, peut répondre à vos préoccupations et vous donner satisfaction.
Ce que nous ne pouvons pas guérir, c'est la mort. S'il est dit que vous devez guérir, quelle que soit votre maladie, par la grâce de Dieu, le DAMSA apportera la rectification et la guérison. Alors, pour la promo, c'est un seul numéro. Pour la promo, je dis bien c'est un seul numéro. C'est le 72 77 47 88. Je le répète, 223 72 77 47 88. Je le répète, indicatif c'est le 223 72 77 47 88. On attend vos commandes. S'il vous plaît, ne dites pas parle-moi de ton produit, c'est une gamme de 16 produits. Dites ce qu'il y a, quel est votre besoin et on vous répondra au mieux de notre capacité. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact et à très